Bien, écoutez, bonsoir à vous quatre pour commencer, puis j'espère que d'autres suivront dans la soirée. Je suis heureux d'accueillir Jean ce soir sur notre émission Parole de salarié. On va essayer, disons, d'échanger ensemble sur ce qu'il fait, sur son métier, sur sa pratique professionnelle, sur les enjeux dans l'aéronautique aujourd'hui. Ils sont nombreux. Et c'est Jean-Claude Masson qui va animer la soirée et on interviendra, si on le souhaite, au cours de la discussion. Donc Jean-Claude, à toi. Oh ben moi, ça va être très très bref, hein. D'abord, je crois que il y en a. Bon, j'ai eu Jean au bout du fil. Toi, je te connais. Bon, maintenant, je connais notre ami là qui nous a rejoint. Bon, je m'appelle Jean-Claude Masson, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et j'étais ingénieur à EDF-GDF et aussi au CE d'EDF-GDF. Donc, j'ai une activité comment dirais-je, assez complète dans ce monde de l'énergie qui fait beaucoup de bruit aujourd'hui. Bon, voilà. Mais ceci étant, c'est bien en tant que euh, animateur de cette animateur, c'est façon de dire, hein, de cette vidéo que je vais tout de suite donner la parole à Jean Guillamé. Je crois que sa parole est extrêmement intéressante. Il va nous parler tout simplement comment dirais-je, de la réalité, de la réalité de la vie d'un ingénieur dans une grande industrie de l'aérospatiale, un homme jeune encore par rapport à moi il y a quelques années d'écart. Je me garderai bien d'en dire beaucoup plus parce que c'est lui maintenant qui représente l'avenir, qui est confronté aux défis de l'industrie d'aujourd'hui et qui soulève bien évidemment beaucoup de problèmes, les mêmes d'ailleurs, guère différents de ceux que j'ai connus, dans l'entreprise, à la fois sur les aspects techniques, de management, syndicaliste et politique. Et c'est de tout cela dont il va nous parler. À toi, Jean, tu te présentes et après, tu abordes les thèmes que nous avons évoqués tous les deux. Ok, mais merci Jean-Claude pour l'introduction et la passation de main. Jean Guillamé, donc je travaille effectivement, je suis ingénieur aéronautique depuis une vingtaine d'années. J'ai 45 ans aujourd'hui, je suis syndiqué CGT, pas vraiment militant. Disons que ça a fluctué au cours de ces 20 dernières années. Il y a eu des phases plus actives, mais c'est vrai que en ce moment, c'est plutôt calme. Je pense qu'on aura l'occasion durant cette interview, ce témoignage, de revenir dessus. Voilà, j'ai quelques messages ou expériences à faire passer là-dessus. Donc moi, juste le premier message, c'est que ma formation initiale, c'est électronicien. Je n'étais pas quelqu'un de prédestiné à travailler sur les avions. L'aéronautique, il y a quand même beaucoup de gens, c'est un métier de passionné. Donc il y a beaucoup de gens qui débarquent dans l'aéronautique par vraiment, j'ai envie de travailler sur les avions. Ce n'était pas mon cas initialement. Moi, je suis un universitaire, je travaillais sur l'électronique et il y avait du travail dans l'aéronautique et ça a été mon point d'entrée, le développement de calculateurs électroniques en tant que sous-traitant d'Airbus dans le cadre du développement de l'A380. Et j'ai rapidement basculé sur une activité plus de concepteur système avion. Donc on parle de concepteur système, c'est des systèmes cockpit, des systèmes de train d'atterrissage, des systèmes de communication. Voilà, donc c'est vraiment ça dont on parle. Et voilà, sur différents programmes, 380, j'en ai déjà parlé, mais les programmes suivants, 350, 400M. Et à travers différentes positions, des positions de concepteur système, des positions de responsable projet, et là, maintenant, une position d'architecte un peu plus globale sur les solutions système, pardon. Et en particulier, en ce moment, je travaille sur tout ce qui est sujet de recherche, sur les gros thèmes qui sont l'avion plus automatique, plus autonome, ou l'avion plus électrique. Et là aussi, on est en écho avec ce qu'on voit dans la société et les enjeux, notamment les enjeux climatiques. Donc, je pense que le témoignage aussi sera aussi sur cette partie-là. On aura le temps de revenir dessus. Je voulais quand même rajouter que j'ai toujours eu des positions à forte connotation technique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est important pour moi. Je n'ai pas eu de position managériale, typiquement. Il y a
dans mes positions une activité de coaching, d'accueil de nouvelles personnes, de nouveaux arrivants, de transfert de connaissances, c'est évident. Par contre, j'ai pas aujourd'hui eu de rôle à proprement parler de manager. Et bon, voilà. Moi, ce qui me fait vibrer aujourd'hui, c'est d'apprendre de nouvelles choses et j'ai besoin d'apprendre en faisant. Voilà. Et moi, j'ai tendance à vouloir mettre les mains dans le cambouis. Aujourd'hui, c'est ce qui me fait vibrer et je dois avouer que j'ai la chance de le faire. Et c'est vrai que l'avion est quand même un produit assez extra, un terrain de jeu assez extra, puisqu'il fait intervenir énormément de disciplines différentes, de disciplines techniques, et également un jeu de contraintes assez fort pour essayer de trouver le meilleur optimum entre ces différentes disciplines, que ce soit des disciplines d'installation, de masse, d'évaluation de masse, de confort passager, de confort pilote, d'interaction avec le pilote. C'est autant de compétences différentes, techniques, qu'il faut réussir à mettre en mouvement pour arriver à la fin à un produit optimisé et qui fasse sens. Donc moi, vraiment, c'est vraiment, une fois encore, un terrain de jeu qui me plaît beaucoup. Voilà, et il me semblait important de commencer ce témoignage par ça. Ça permet déjà de me situer un petit peu et puis de comprendre peut-être un peu mieux le cadre de ce témoignage. Dans l'invitation là envoyée par Dominique, il y avait pas mal de choses. Je ne suis pas sûr que j'arriverai à tout traiter, mais grosso modo, j'aimerais orienter ce témoignage sur 3 principaux piliers. Le premier qui est la valorisation du savoir-faire technique au sein de l'entreprise. Bon, ça, c'est vraiment un témoignage d'expérience personnelle, mais par le biais de discussions que j'ai pu avoir avec d'autres industriels ou d'autres entreprises, je pense que globalement, c'est quand même une question qui revient assez régulièrement dans les différentes industries notamment. La deuxième aspect que je voulais aborder ce soir, c'était l'aviation dans le monde d'aujourd'hui et dans les enjeux climatiques d'aujourd'hui. Avec quand même pas mal d'interrogations sur c'est quoi le modèle de demain et l'avion de demain. Et revenir un peu dans la dernière partie sur mon activité syndicale et sur les difficultés qu'on a aujourd'hui pour mobiliser dans les structures syndicales, alors que en parallèle de ça, en parallèle des syndicats, on voit plein d'initiatives de partout, plein d'énergie et quelque part plein d'optimisme qui naît de toutes ces initiatives et qui passe un peu à côté des structures syndicales classiques. Voilà. Donc, moi aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un témoignage autour de ces 3 axes. Je ne sais pas si Jean-Claude, ça te va, s'il y a d'autres choses que tu voulais voir. Non, c'est exactement ce qu'on avait, dont nous avions convenu, si je puis dire. Ok. Donc, s'il n'y a pas de questions à ce stade-là, je propose de passer peut-être donc au premier témoignage qui est effectivement un témoignage sur la valorisation du savoir-faire dans l'entreprise. Alors, pour le coup, là, je vais parler de ma propre expérience dans mon entreprise. Une fois encore, je pense que il pourrait faire écho à des choses similaires dans d'autres entreprises ou dans d'autres industries. Mais grosso modo, on vit une situation depuis pas mal de temps où il y a une réelle prime aux communicants, aux managers ou aux chefs de projet, à tous ces métiers à forte visibilité. Et aujourd'hui, c'est factuel. Dans la boîte, c'est plus compliqué, plus difficile de se développer sur les métiers techniques. En tout cas, c'est plus difficile de valoriser le savoir-faire par rapport au savoir-faire. Alors, il y a bien des filières d'expertise pour assurer le maintien de la compétence et de l'expertise, mais même sur ces filières-là, finalement, on demande de plus en plus de visibilité, d'éléments de communication, et c'est
autant de temps et d'énergie qui ne sont pas passés à faire concrètement les choses, à travailler sur la réalisation, à maintenir son niveau d'expertise. Et donc, aujourd'hui, ça, une fois encore, c'est assez factuel dans la société dans laquelle je travaille aujourd'hui, hein, donc côté Airbus, moi, je trouve. Et je me demande à quel point c'est aussi hérité d'un modèle où une forte partie de l'activité est quand même gérée côté sous-traitant. Et donc, on est aujourd'hui dans un split où une grosse partie de l'activité, le faire, la réalisation des études, elle est faite côté sous-traitant. Et donc, forcément, par nature, ce dont on a principalement besoin côté Airbus, côté grosse entreprise, c'est effectivement d'être capable de gérer ses cahiers des charges, d'être capable de superviser, d'être capable de contrôler, de valider. Mais, une fois encore, dans ce modèle-là, la réalisation et la valorisation du savoir-faire en interne prend un petit coup dans le nez. Je voulais juste insister aussi, le propos, c'est vraiment pas de dire que le travail, le métier du communicant, le métier du manager ou le métier du chef de projet, il n'est pas utile. Hein, c'est pas du tout le propos. C'est effectivement utile. Juste le message aujourd'hui, c'est que la balance entre savoir-faire et savoir-faire faire, elle n'est pas du tout équilibrée. Il y a vraiment un gap important. Et ce gap, pour moi, mon sentiment, c'est qu'il engendre quand même pas mal de difficultés. Bon, premièrement, sur le plan individuel, il y a des gens qui aspirent à se développer techniquement et aspirent à s'épanouir, en tout cas, dans l'activité de réalisation, et n'ont pas forcément pour ambition d'aller sur des fonctions de management ou des fonctions de gestion de projet. Et donc là, il y a deux possibilités pour le faire. Enfin, il y a deux possibilités. Soit j'accepte d'infléchir un peu ça en disant, bon, mais tant pis, j'y vais pour sécuriser un bon déroulement de carrière. Mais dans ce cas-là, on se retrouve dans un système un peu raté où on a des personnes qui sont sur des postes qu'ils n'ont pas forcément envie de faire. Et donc, ça attire aussi des questions d'engagement au travail, voilà, on parle de plus en plus d'émissions silencieuses. Ça commence à sortir, ça, mais c'est aussi ça, c'est l'engagement au travail. Quand on est sur quelque chose qui, naturellement, nous attire moins ou qui est moins attractif pour nous, c'est quand même un vrai côté négatif sur l'engagement. Et l'autre possibilité, c'est de dire, bon, tant pis, j'accepte de m'asseoir un petit peu sur mon développement de carrière ou sur un développement de carrière plus important. Mais ça aussi, ça peut être aussi une source de frustration et de mal-être. Donc déjà, sur le plan des individus, je pense que ça a un effet relativement néfaste. Ça a un deuxième effet néfaste pour moi, c'est sur le plan structurel, enfin organisationnel plutôt. C'est que forcément, quand on commence à mettre une plus grosse valeur sur le manager, sur le communicant ou sur le chef de projet, rapidement, on se retrouve avec une structure où on en a plein de managers et de chefs de projet. On en a beaucoup. Alors, ça a un effet direct, c'est que ça multiplie de beaucoup les différentes strates de management hiérarchique et donc de besoin de reporting et de transfert de l'information. Donc, tu perds quelque part un peu de lisibilité, je pense. Il y a un effet que j'ai vu, moi, alors, il y a quelques années de ça, dans le cadre du développement d'une nouvelle motorisation. On devait retravailler les lois d'atterrissage et on avait un spécialiste qui travaillait là-dessus et on avait 5-6 personnes qui le poussaient, lui demandaient des reportings réguliers, etc. Et c'est quand même une situation un peu ubuesque où on se retrouve à 6 personnes qui attendent des données pour une personne qui est capable de faire le boulot. La balance, concrètement, dans l'organisation du travail, elle n'est pas bonne. Et
clairement, la multiplication de ces étages de management, c'est aussi rajouter de la complexité dans la prise de décision. C'est-à-dire que, et aussi une certaine création de silos, parce que la multiplication de ces postes, on se retrouve avec des métiers très, une fois encore, très en silo, et avec des mécanismes de protection de non, mais ça c'est de mon côté, c'est pas du tien. Donc, c'est aussi des difficultés additionnelles dans la gestion de toutes ces interfaces et dans la capacité de prendre des décisions et de donner une vision un peu cohérente mais c'est quoi qu'on cherche à faire et c'est vers où qu'on veut aller. D'accord. Donc ça, c'est pour moi le deuxième aspect qui est vraiment gênant. Et le troisième aspect qui est tout aussi problématique pour moi, c'est la difficulté dans ce modèle-là de rendre attractif, notamment à des jeunes diplômés, nos métiers. Parce que je pense que, notamment en début de carrière, il y a quand même une réelle volonté dans la mise en application de ce que j'ai appris durant ma formation et de commencer à l'exercer sur de la réalisation concrète. Moi, quand j'ai commencé, c'était important pour moi, ça l'est toujours, mais c'est quand même quelque chose que je vois beaucoup autour de moi. Les jeunes arrivants qui débarquent, ça fait partie des choses qui sont importantes. Je veux faire des choses concrètes et je veux exercer ce que j'ai appris dans un cadre industriel. Donc cet aspect réalisation, il est quand même super important. Et bon, une anecdote concrète, ça fait quelques années maintenant que côté aéronautique, on essaye d'intégrer dans nos solutions d'avion de l'intelligence artificielle. Alors soit sur des applications commerciales, soit sur quelques applications avioniques. C'est quelque chose qui est nouveau pour nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la manière dont on conçoit nos systèmes, on essaie d'avoir une approche très déterministe. Et le côté que l'intelligence artificielle, de fois, elle te dit oui, mais certaines fois, elle te dira non. C'est pas quelque chose qui est super. Enfin, elle te dira non, c'est pas quelque chose qui est facile à intégrer dans un avion. Donc, il y a une vraie étude à mener là-dessus. Et en tout cas, il y a une compétence à développer parce que c'est quelque chose qui est un peu hors du monde aéronautique jusqu'à présent. Alors, clairement, hein, ça commence à bien rentrer dedans, mais on a eu du mal à rentrer dedans. Et je me rappelle très bien d'une embauche dans le service où j'étais à l'époque, d'une jeune diplômée en IA, qui avait fait déjà une première expérience sur des moteurs de recherche. Alors, je ne sais plus si c'était sur la FNAC ou… Bon, voilà. Donc, elle avait déjà travaillé une expérience dans le développement d'algorithmes d'intelligence artificielle, mais plus dans une industrie complètement différente. Et elle a été embauchée chez Airbus, pas pour faire des algorithmes, mais plus pour encadrer et développer cette solution. Et je me rappelle très bien, un an après, avoir une discussion avec elle où elle était presque en larmes en disant « Hier, j'ai regardé un document d'intelligence artificielle, une revue d'intelligence artificielle, et je suis largué. Au bout d'un an, je suis largué. Ça fait un an que je ne fais plus. Et là, je suis perdu. C'est la catastrophe. » Et il s'est passé quoi, 3 mois avant qu'elle quitte la structure pour aller faire autre chose. Et je pense que c'est aussi une difficulté de ce modèle-là, enfin une résultante de ce modèle-là, c'est-à-dire que c'est difficile de faire vivre une société à vocation technique, hein, parce qu'à la fin, l'avion est un avion très technique, sans garantir, une fois encore, une attractivité sur les métiers de réalisation. Il y a eu un espoir. Il y a eu un espoir au moment du Covid. Alors, le Covid, ça a été un espoir. Une première phase qui a été une vraie douche salée, parce qu'on a joué quand même la carte flexibilité offerte par la sous-traitance lors de cette crise aéronautique. Et donc, assez rapidement, pas du jour au lendemain, mais presque, on a toute une partie des personnes avec qui on travaillait, sous-traitants, l'activité a été stoppée. Mais il y a eu à ce moment-là aussi l'idée de se dire, tiens, c'est peut-être aussi le bon moment pour réinternaliser un certain nombre de compétences et, de facto, essayer de revaloriser
ce savoir-faire. Et voilà, donc c'est vrai qu'à l'époque, je me rappelle que c'est des choses qu'on entendait, qu'on disait, ben oui, on va être obligé de ça, le refaire, et c'est génial, on va pouvoir remettre les mains dans le cambouis et tout ça. Et on a raté cette opportunité, c'est-à-dire que moi, ça fait un peu écho à la phrase de Macron, c'est ces métiers dont on a tant besoin et qu'on reconnaît si mal, dans une autre mesure, hein, évidemment. Mais là, on est reparti exactement comme s'il ne s'était rien passé, comme si la crise ne s'était rien passé, et on est toujours dans les mêmes modèles aujourd'hui sur ces aspects-là. C'est-à-dire qu'on a du mal, une fois encore, à valoriser la compétence technique, une fois encore, hein, compétence technique de celui qui fait. La technique, il y en a différents, mais vraiment celui qui fait le sizing d'un câble d'alimentation électrique, celui qui fait le développement d'un logiciel, etc., etc. C'est vraiment ça aujourd'hui qu'on a du mal à valoriser. Un petit message d'optimisme là-dessus, c'est que il y a eu pas mal d'initiatives, notamment dans le cadre de la R&T, d'essayer de revoir un peu les modes d'organisation. Alors, au niveau des équipes projets, donc en équipe auto-organisée. L'idée, c'est de créer une structure qui est un peu découplée de la maison mère et d'essayer d'avoir une structure hiérarchique un peu plus à plat, éviter les strates de reporting et aussi avoir des équipes un peu plus petites. Ces équipes auto-organisées au niveau des projets, c'est assez difficile à mener parce que finalement, la progression de carrière et le déroulement de carrière reste côté, entre guillemets, maison mère. Et donc, finalement, il y a encore cette frustration et la difficulté à valoriser le savoir-faire. Par contre, depuis maintenant un certain nombre de temps, on a différentes initiatives. On appelle ça des démonstrateurs. Donc, un exemple concret, sur IFANX, on a lancé un démonstrateur pour faire un avion électrique hybride. Le cadre de ces démonstrateurs, c'est des structures qui se montent en parallèle d'Airbus, mais avec une full autonomie sur le recrutement des personnes, sur la gestion managériale de ces personnes. On est dans des démonstrateurs qui sont sur des cadres. L'objectif, il est clair, c'est-à-dire qu'on a une vision très claire à horizon 2 ans, 3 ans, voilà ce que je voudrais que vous soyez capable de démontrer. Des structures, pour le coup, beaucoup plus à plat, avec des équipes réduites et un planning qui est sur 2-3 ans, pas sur 15 ans. Et les témoignages, moi j'ai pas mal d'amis qui ont travaillé dans ce type de démonstrateur. Et c'est vrai que les retours sont quand même assez unanimes. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans des structures où il y a vraiment des connexions de l'entraide, où comme on est vraiment en équipe autonome, y compris sur la valorisation, et qu'on est sur un produit concret, la valorisation du faire, elle reprend du sens. Ce n'est pas de dire qu'elle devient plus important que le communicant qui va aller vendre le projet ou que le manager qui va s'assurer qu'il a la bonne compétence au bon endroit. Mais par contre, ça remet en avant et en visibilité les activités qui sont nécessaires pour la conception du produit. Et donc, moi j'ai quand même pas mal d'optimisme parce qu'on commence à en avoir pas mal de démonstrateurs. Ça a tendance quand même à pas mal entre guillemets, se démocratiser. Et les gens qui ressortent de ça, ils ressortent bien épanouis, ce qui est déjà une bonne chose. Voilà. Donc voilà le premier témoignage que je voulais faire sur la valorisation du savoir-faire. Je ne sais pas si Jean-Claude, il y a des choses que tu veux voir. Non, ça correspond tout à fait à ce que tu as dit. Moi, je n'ai pas grand-chose d'autre, sinon que je partage tout à fait tes points de vue. Et en fait, c'est ce que tu dis là, c'est ce qui se passe dans toutes les grosses entreprises techniques, hein, puisque venant d'EDF, GDF, alors avec quelques années de plus, hein, juste un peu, juste un peu, plus de 30 ans. C'est exactement le même phénomène, c'est-à-dire un transfert du faire
vers les sous-traitants, et ça j'ai vécu personnellement, c'est-à-dire que l'activité qui était à l'intérieur d'EDF a été sous-traitée. Et bon, là, il y a eu véritablement des drames. Des drames, et un savoir-faire qui part chez les sous-traitants. Ainsi, par exemple, alors, non, après, ça sera, on donnera la parole aux autres, c'est pas à moi de parler. Donc, tu continues, s'il te plaît, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Ok. Alors, le deuxième thème que je voulais aborder, c'est l'avion par rapport aux enjeux de société, notamment les enjeux, les enjeux climatiques. Bon, il y a une dualité. Moi, je suis effectivement salarié de l'aéronautique et quand même engagé et assez passionné par le produit avion, parce qu'effectivement, comme je l'expliquais au début, c'est quand même un beau produit techniquement, c'est un beau produit technique avec beaucoup de disciplines différentes et voilà, beaucoup d'interactions et voilà, ça pétille. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et en même temps, ma vie de citoyen avec le réchauffement climatique et tous les enjeux autour de l'industrie, et notamment de l'industrie du transport, et notamment autour de l'avion. Aujourd'hui, l'avion, c'est entre 2 et 3% des émissions de CO2 globales. Je pense qu'il y a une réelle volonté, vraiment, une réelle volonté de développer des solutions d'avions plus éco-responsables ou d'avions verts. Ça passe par soit des carburants aéronautiques durables, le développement et l'utilisation de carburants aéronautiques durables. Donc ça, c'est déjà en cours, avec des taux d'utilisation qui ne font que croître. Donc ça, c'est un premier pas, jusqu'à ce qu'on peut voir aujourd'hui, la volonté de partir différentes initiatives pour aller vers des avions hydrogène. Voilà. Et aujourd'hui, l'avion hydrogène sur des avions, aussi sur de l'aviation régionale et nationale. Et c'est vrai que tout ça, là, ça me questionne quand même. Aussi, le fait qu'on est toujours sur des projections de croissance du transport aérien, de doubler le transport aérien sur les 10-15 prochaines années. On est toujours sur ces projections-là. Et c'est vrai que cette vision-là, j'ai du mal à la mettre en relation avec ce qu'on entend au niveau société sur, une fois encore, les enjeux climatiques. Je me pose vraiment la question de est-ce que le vol national, le vol régional, ça a encore du sens? Si on continue à pousser des solutions hydrogène ou des solutions SAF, il y a quand même un effet coût sur ces nouveaux moyens. Si on part sur du SAF, le coût du SAF par rapport à… Donc le SAF, c'est le carburant, pardon, excuse-moi. Le carburant aéronautique durable. Aujourd'hui, il y a un facteur de coût entre ce carburant-là et le kérosène. Il est sensiblement plus cher. Quand on va partir vers l'hydrogène, au moins au début, il va forcément y avoir un effet de surcoût sur la plateforme avion. Et donc, quand on continue à pousser du vol régional, est-ce que c'est un effet de classe? Est-ce qu'on pousse une aviation pour déclasser pour qu'elle continue à faire du Toulouse-Paris en 1 heure? Est-ce que c'est ça le bon modèle? Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir l'avion plus dans un mode de transport global? Voilà, vraiment, ça, c'est un premier aspect qui m'interroge, sur lequel je me pose pas mal de questions. Au-delà de ça, il y a également toutes les initiatives de taxis volants qu'on avait vu sortir au moment où on parlait de Paris 2024, où on continue à trouver des articles sur Internet, sur le net, de ce genre d'initiatives, de véhicules individuels pour transporter, je ne sais pas qui, pour transporter des gens dans des milieux ultra-urbains. Là aussi, je m'interroge, est-ce que c'est vraiment l'intérêt commun d'aller vers ce genre de solution? Et est-ce qu'on répond vraiment aux enjeux climatiques si on part là-dessus? Alors, je sais, l'aéronautique, une fois encore, je le répète, c'est quand même un milieu de passionnés. On a tous été bercés par des romans ou des films de science-fiction où on voit souvent il y a plein de l'ultra-urbanisme, des ultra-mégalopoles avec plein de véhicules qui volent et beaucoup de couleurs, etc.
Oui, on a été bercé par ça, mais est-ce que, compte tenu du contexte dans lequel on vit aujourd'hui, est-ce que cette vision-là, c'est toujours la bonne? Et moi, je sais qu'il y a quand même pas mal de films de science-fiction où souvent à côté de toute cette couleur et tous ces véhicules qui volent, et il y a souvent des couches là où la vie, elle est un peu moins rose, elle est beaucoup plus grise. Et vraiment, moi, je m'interroge quand même tu vois, ces initiatives de taxis volants et de véhicules individuels. J'arrive pas à me dire que ça va dans le bon sens et dans l'intérêt commun. Et puis, même globalement, d'un point de vue société, est-ce qu'on est toujours dans une société où on cherche à toujours aller plus vite? Est-ce que c'est pas aussi le moment d'accepter de ralentir un peu et de prendre un peu de temps? Et je passe tout ce qui est discussion autour de l'énergie grise, parce que quand on continue à avoir ces projections de tiens, je vais développer des taxis volants pour toutes mes grosses mégalopoles, je vais développer des regional aircraft pour l'ensemble de mes communications entre villes dans un pays. Je me dis, mais tous ces avions-là, oui, il faut les produire et moi, c'est bien, ça me donne du business, mais à la fin, en termes d'énergie grise, en termes d'énergie pour produire tout ça, je dois avouer qu'il y a des fois où vraiment, je m'interroge, est-ce que ça a vraiment du sens et et comment on intègre les discussions sur le transport aérien et on les intègre dans les discussions sur le transport global. Voilà. Et juste, moi, je suis quand même assez impliqué dans le transport aéronautique, c'est évident, c'est quelque chose qui me plaît. Je ne suis pas très loin quand même des décisions stratégiques et de vers où on veut aller. Mais malgré ça, c'est vrai qu'il y a quand même des éléments sur lesquels je me dis, mais là, non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on veut aller là-dessus. Et globalement, ça me fait dire que finalement, la parole, l'avis du salarié ou l'avis du citoyen aujourd'hui sur ces questions-là, qui sont des questions qui sont gérées dans une entreprise privée, mais qui finalement touchent complètement à la vie de la société. Je trouve que finalement, on a très peu d'implication dans les choix mais est-ce que le modèle qu'on veut collectivement, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que vous voulez vivre dans Blade Runner ou dans Minority Report? Est-ce que c'est ça la vue dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans? C'est vers ça qu'on veut partir. Et alors, j'ai absolument pas de réponse sur comment recréer ça. J'en ai pas la moindre idée. Mais en tout cas, c'est pour moi une vraie difficulté. Et une fois encore, pourtant, je suis quand même très impliqué dans ces discussions. Et malgré ça, il y a des choix que je continue à ne pas comprendre. Voilà, donc ça, c'était la deuxième témoignage. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez qu'on fasse une pause question à ce moment-là ou est-ce que je fais la troisième et on enchaîne après? Oh, écoute, la troisième est aussi, je crois, extrêmement passionnante. Bon, là, tu poses la question du citoyen. Voilà, le salarié citoyen qui se pose des questions sur, là, en l'occurrence, la place de l'outil avion dans le transport d'un point de vue global. Oui, bien sûr. Ta question et c'est une question démocratique. Bon, alors je vais passer sur la dernière partie et après on entamera Plutôt la session politique. de questions-réponses. Donc, revenir un peu sur ma vie, mon activité syndicale. Donc, comme je le disais au début, je suis syndiqué depuis le début. J'ai vécu dans une famille très politisée. Je pense que ça m'a aussi appris beaucoup. Et, par contre, c'est vrai que moi, je ne suis pas un grand militant. Je ne me considère pas du tout comme un militant. Je m'intéresse à la vie politique et à la vie syndicale, mais sans faire acte de militant. Bon, il y a eu des phases où c'était un peu moins vrai, mais en règle générale, je ne suis pas un grand militant. Néanmoins, je vais quand même témoigner des difficultés qu'on a à organiser l'activité syndicale au sein d'Airbus. Et je voulais d'abord commencer par peut-être faire un petit focus sur les silos entre collège cadre et collège ouvrier, col blanc, col bleu. Donc, bon, chez Airbus, clairement, côté CGT, le collège cadre, on n'est quand même pas très, très nombreux. C'est un petit peu compliqué. Collège ouvrier, ils sont sensiblement plus nombreux. Mais c'est vrai que c'est deux vies syndicales qui sont
qui sont gérées chacune de leur côté avec finalement très peu d'interaction. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas forcément les mêmes préoccupations ni les mêmes revendications. Et moi, je ne me sens pas du tout légitime pour parler de quelles sont les revendications, les préoccupations du monde ouvrier. Par contre, je continue à penser qu'il y aurait un réel intérêt à réussir à créer une espèce… Il y a des points de convergence entre ces deux collèges. Il n'y a pas de doute là-dessus. Bon, alors, c'est des points de convergence, on les trouve de temps en temps sur les retraites, sur, là, typiquement en ce moment, sur les problématiques autour du pouvoir d'achat et de l'inflation. Oui, mais ce n'est pas systématique. Et je me dis qu'aujourd'hui, comme ce qu'on disait avant, le citoyen, le salarié, il ne participe pas tant que ça aux grandes décisions stratégiques, mais c'est peut-être aussi parce que le rapport de force, il n'est pas bien établi. Ou en tout cas, il n'est pas en la faveur du… et peut-être que si on arrivait à pousser vraiment une connexion entre col bleu, col blanc, c'est-à-dire, grosso modo, partage de la stratégie, de la vision, et aussi ramener l'outil industriel et potentiellement le blocage de l'outil de production dans les discussions, ça pourrait aider. Aujourd'hui, quand il y a des grèves côté col bleu, sur des revendications salariales, ça va assez vite. C'est dur, mais les négociations, elles s'engagent assez rapidement parce que les avions, ils sortent plus. Et inversement, quand on commence à porter des sujets qui sont plus sur la qualité de vie au travail, c'est beaucoup plus compliqué de faire bouger. Et ces questions-là, je pense qu'elles ont aussi un intérêt pour l'école bleue. La question de à quoi ça sert tout ce qu'on fait là, vers où on va, elles ont aussi un intérêt pour, une fois encore, l'ensemble des salariés. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un certain nombre de points d'accroche où on pourrait créer plus de convergence, plus de sujets de convergence entre les différents collèges et que ça nous rajouterait quand même une force dans le rapport de force avec le dirigeant. Voilà. Voilà. Moi, c'est vraiment quelque chose où les quelques réunions que j'ai fait, j'ai toujours trouvé ça un peu dommage de se retrouver effectivement très collège cadre, problématique de cadre. Et je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire et qu'il n'y a pas une nécessité d'avoir des réunions dédiées sur les revendications ou problèmes plus liés à chaque collège. Mais nous, on a du mal quand même à mettre en mouvement des points de connexion réguliers entre les deux collèges. Voilà, donc ça, c'était vraiment un point que je voulais partager. Et pourquoi je voulais dire ça? Et il y a aussi… Alors, donc ça, c'est quelque chose que je fais et on pourrait très bien me reprocher. Oui, mais c'est très bien. Donc, c'est peut-être une bonne idée, mais dans ce cas-là, fais-le. Et je pense que c'est une seconde difficulté que je voulais partager, c'est aujourd'hui le militantisme dans le syndicat. Moi, je trouve ça extrêmement compliqué. Alors, je sais que pour certaines personnes, ce n'est pas le cas, mais c'est vrai que pour moi, c'est quand même quelque chose qui n'est pas complètement naturel. Et il est arrivé quelquefois où, avec des amis, on a proposé des choses et assez rapidement, on tombe sur des… On l'a déjà fait, ça. Ou ouais, non, mais ça ne marche pas. Ou non, mais tu devrais faire comme ça. Et ça, c'est vrai que c'est un petit côté paternalisme ou très enfermé dans une structure. Voilà, c'est vrai que c'est quelque chose que moi, j'ai du mal à vivre avec ça et en tout cas à le gérer. Et ça freine, quelque part, c'est quelque chose qui freine un peu mon activité de militant. Et juste, je pense que je ne suis pas le seul dans ça. Je continue à parler avec beaucoup de collègues, jeunes, moins jeunes, et je vois qu'il y a plein d'énergie. Il y a plein d'initiatives et qui se font souvent hors de l'activité syndicale. Et inversement, quand on commence à vouloir mobiliser sur le collège cadre
pour des manifestations sur les retraites, on a du mal à rassembler les gens, on a du mal à, allez, on part tous ensemble, on va faire la manifestation, on débraye 2 heures, ou on prend la journée et on fait ça. Ça reste compliqué à faire, alors qu'on a des gens qui sont très engagés. Moi, j'ai plein de collègues qui étaient dans le mouvement Archipel Citoyen, donc avait une forte implication, notamment autour des élections municipales de Toulouse, vraiment une vraie implication politique, mais qu'on n'arrive pas à mobiliser dans le cadre de l'activité syndicale, et y compris sur des sujets de société qui sont clés. Les retraites, il y a eu une vraie mobilisation, une grosse mobilisation, mais la participation de notre côté, elle n'était pas si grande que ça. Après, clairement, moi aujourd'hui, depuis quelques temps, et en particulier depuis le Covid, c'est vrai que je suis quand même plutôt optimiste, parce que je vois quand même plein d'initiatives diverses et variées, soit des initiatives individuelles. Alors, quelques exemples concrets. Là, il y a donc maintenant, c'est une société, mais au début, c'était une initiative un peu personnelle de quelqu'un qui est parti en disant, tiens, si je pouvais recycler les chutes de carbone pour commencer à en faire des vélos. Voilà, et donc voilà, et donc toute une énergie de comment je transforme mon savoir-faire qui est autour des métiers du carbone pour essayer de réutiliser ces chutes et pour essayer de créer des vélos. Au moment du Covid, alors là, c'était quand même poussé par l'entreprise, mais il y a eu la volonté de dire, tiens, et si on profitait pour faire des respirateurs pour l'hôpital. Et donc là, c'est pareil, moi j'ai plein de collègues qui ont basculé et qui ont dit, tiens, ça va me changer de mon quotidien, et je vais voir comment mes compétences, mon savoir-faire, je suis capable de le rebasculer dans quelque chose de différent, de l'avion. Et c'est vrai que ça faisait plaisir à voir effectivement toute cette envie le fait de changer, et une fois encore d'être sur quelque chose qui, par rapport au contexte de la société, par rapport à ce problématique de Covid, faisait vraiment sens et servait l'intérêt commun. Après, il y a plein d'autres initiatives, je ne vais pas toutes les lister, mais c'est vrai qu'on est quand même dans une… Voilà, d'essayer de construire des AMAP, de faire venir un certain nombre d'AMAP pour le jeudi midi, pour essayer de pousser la consommation sur des produits locaux. Voilà. Il y a plein d'initiatives, il y a plein de gens qui ont de l'énergie à donner, et on le voit de toute façon sur les réseaux sociaux, partout, ça fourmille d'énergie et d'initiatives. Mais c'est vrai que moi, j'ai du mal à voir comment… j'ai du mal à croire que ça reviendra un jour dans les structures classiques du syndicat. En tout cas, pas sur du court terme. Je me demande dans quelle mesure… Enfin, je ne suis pas sûr que notre modèle syndical aujourd'hui soit parfaitement adapté à ce nouveau mode de fonctionnement. Voilà. Alors moi, je ne suis pas sûr, personnellement, mon expérience, je ne suis pas sûr que ça soit le seul frein au fait que je ne milite pas trop, enfin, que je ne sois pas un grand militant. Mais par contre, je le vois autour de moi, et je sais que c'est le cas pour certaines personnes, et je voulais aussi témoigner de ça. Voilà. Je ne sais pas, c'est la fin de l'interview. On a beaucoup dépassé la demi-heure. Non, mais… Non, c'est très bien. Écoute, Jean, vraiment merci. Je te rejoins sur de nombreux points, vraiment quasiment tous. Venant d'une structure équivalente, il ne faut pas se raconter d'histoire entre Airbus et EDF, tu te doutes bien qu'il y a quelques similitudes. On va tout de suite donner la parole à ceux qui veulent s'exprimer. Alors, n'hésitez pas à poser des questions à Jean. Alors moi j'aurais juste l'envie que tu précises un peu. On a beaucoup parlé, on parle beaucoup en ce moment de difficultés de recrutement dans de nombreuses professions, et de l'évitement ou le désengagement, je sais pas, j'ai pas les mots exacts, et je sais que c'est quelque chose que tu as ressenti aussi dans ta propre entreprise. Est-ce que tu pourrais nous évoquer quelques éléments là-dessus? Alors, c'est un fait.
Ouais, alors, c'est très lié au premier point aujourd'hui, qui est de dire, ben, effectivement, comme je le disais, comme on a eu quand même du mal à valoriser les métiers techniques, le nombre de métiers de fer, on en a quand même, où on fait, on en a quand même beaucoup moins. Donc, je pense que c'est déjà quelque chose qui casse un peu l'attractivité. Une fois encore, je pense que quand on sort, quand on est jeune diplômé, on a besoin de travailler sur des choses concrètes, on a besoin d'exercer ce qu'on a appris sur des cas d'études concrets et on ne veut pas basculer directement sur de la fonction de management ou de communicant. Moi, je ne le vois pas comme ça, je n'étais pas comme ça à l'époque. Et les quelques jeunes diplômés qu'on reçoit aujourd'hui, eh ben, je pense que c'est aussi ça qu'ils cherchent. Donc ça, je pense que c'est un premier frein. Et après, je pense qu'il y a un modèle de société qui vient, alors, qui existait probablement avant le Covid, mais qui est encore plus vrai depuis le Covid, c'est que le rapport au travail, il a quand même changé. Et le besoin de travailler sur quelque chose qui fait sens, aujourd'hui, c'est plus vrai. Et donc, oui, moi, je pense, je ne suis pas manager, mais par contre, j'entends et je vois qu'on a des postes ouverts, on arrive à recruter, mais je pense qu'il n'y a plus la même attractivité que ce qu'il y avait avant, où ben, avant, tu voulais absolument rentrer dans Airbus. Là, ce rapport-là et le rapport à l'emploi, il a quand même changé. Et pour nous, c'est exactement la même manière, de la même manière. C'est-à-dire que je pense qu'on a plus de mal à attirer des personnes. Et typiquement sur l'IA, de commencer à essayer de développer l'intelligence artificielle, bon, maintenant on commence à y arriver, mais il y a eu toute une phase où ça a été assez compliqué. Merci. Moi, je ne vois pas ça d'un mauvais œil. Hein. Je trouve que c'est plutôt bien ce qui est en train de se passer. Une fois encore, je pense que c'est important de rétablir un peu un rapport de force et que ça ouvre quand même aussi des questions de non, mais ça, j'ai pas envie de le faire. Ou ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Et donc, bah non, je vais essayer de trouver autre chose. Quelque chose qui est plus intéressant pour le collectif, peut-être. Ou voilà. Je trouve ça plutôt bien dans la création d'un rapport de force un peu différent avec le travail. Le travail. Il y a Yvan qui a levé la main. Oui, on m'entend? Oui, Yvan. Oui. Bon. Je voudrais revenir sur le problème qui était posé tout à l'heure sur les voitures volantes et les taxis volants. J'ai mis un petit commentaire, je ne sais pas si vous l'avez eu, mais dans la mesure, comment tu veux l'éviter? Dans la mesure où on a ce qu'on appelle la liberté d'entreprendre, personne ne peut empêcher une société de se mettre à fabriquer des voitures volantes. D'ailleurs, il y en avait cet après-midi à la télé, j'en ai vu. Actuellement, ils sont en train d'essayer de les faire et de les imposer. À partir du moment où ça rapporte, comme dit l'autre, dans la société où on est, ben, elles existent. Alors, je partage. Après, aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on aurait aussi accéléré le développement de solutions avions verts, que ce soit les carburants aéronautiques durables ou des avions à hydrogène, si on n'avait pas eu le bâton de la contrainte de certification qui nous dit non, mais d'ici 2030 ou d'ici 2050, vous avez une exigence sur le niveau d'émission qui est à ce niveau-là. Et donc, on pourrait très bien imaginer des mesures à peu près équivalentes, par exemple sur les énergies grises, parce qu'il faut encore, bon là aujourd'hui on focalise beaucoup sur le kérosène et sur les émissions de CO2, mais une fois encore, tous ces petits taxis volants qui seront là pour l'effet ou le véhicule individuel, tout ce qu'il faut pour les produire, pour les changer tous les 3 ans, parce que, ah ben mince, mon taxi volant il est moins bien que celui d'il y a 3 ans, je vais le remettre parce que j'aurai une hélice de plus et ce sera mieux. Ça, on peut aussi le réguler, mais une fois encore, ça passe par des choix de société. Et c'est ce que je disais, je pense qu'il faut réussir à réintroduire le citoyen et le salarié dans ces choix-là. Mais par contre, je ne sais pas comment on fait. Je ne sais pas comment c'est de la politique, c'est-à-dire qu'il faut repolitiser tout ça et il faut que ça revienne sur maintenant, on ne peut plus laisser faire ça.
on ne peut plus laisser faire ça. Et donc, on fixe des contraintes sur, bah non, quand tu veux faire de l'avion plus électrique, ça tire des batteries, donc ça tire tel matériau, tel du lithium-ion, du nickel, qu'importe. Et de toute façon, ça, c'est des mines, c'est pas une ressource infinie. Et donc, eh bien, on est obligé de fixer un certain nombre de quotas, de barrières, pour dire, hein, et ça éliminera de facto un certain nombre de solutions. Bon, alors, vous êtes en train de nous dire que la libre entreprise, c'est pas bon, quoi. Alors, la libre entreprise, c'est pas bon. Je pense qu'elle montre un certain nombre de limites et on en voit le résultat. Après, est-ce qu'on peut transposer ça à toutes les entreprises? Je ne sais pas, peut-être. En tout cas, sur le transport qui est quand même, sur le transport au sens large, qui est quand même sur les enjeux climatiques importants, je pense que la question mérite d'être posée. Sur le textile et la gestion du textile aujourd'hui, je pense que la question mériterait aussi d'être posée. Voilà. Il y en a probablement plein. Je ne suis pas sûr que tu puisses le transposer à tous les modèles d'entreprise. Le transport et l'habitat sont des problèmes majeurs sur le problème de la Christian, pardon, tu as fini, Yvan? Oui, oui. Ok, Christian, une petite réaction par rapport à cette soirée. Mais mets ton micro, hein, parce que sinon Oui. ça ne marchera pas. Voilà, oui, non, je connais mal le monde de l'entreprise, hein, je suis dans le monde universitaire, mais tout ce que tu as dit, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu. Voilà, je sais en particulier qu'il y a des étudiants, à propos d'un des points que tu as mentionné, des étudiants passionnés par l'aéronautique ou peu importe par d'autres activités et qui sont, en raison des problèmes actuels écologiques, comment te dire, en contradiction avec leurs aspirations. Et voilà, ils se posent des questions. Disons que c'est à peu près le thème sur lequel j'ai des points communs avec ce que tu as dit. Pour le reste, je suis curieux du monde de l'entreprise, puisque je ne connais pas ce monde-là. Mais rien ne m'étonne de ce que tu as dit. Marie, peut-être un écho? Je branchais le micro, pardon. Bonsoir. Bonsoir. Un écho, oui, effectivement, un écho de ce que vient de dire notre camarade, parce que c'est pareil, je ne connais rien au monde de l'entreprise. C'est pareil. Donc, et de la même façon, rien de ce qui a été dit ne m'étonne. Enfin bon, au contraire, ça me donne des précisions, mais ce sont des infos que l'on voit passer en gros dans les journaux, enfin, sur certains points, sur la volonté de faire quelque chose et en même temps l'enthousiasme pour faire des choses et en même temps les freins qui peuvent exister du style « Ah bah oui, mais ça s'est déjà fait, ah bah oui, mais ça va pas marcher, ah mais bon voilà ». Que ça, par contre, on le retrouve dans la vie syndicale, à l'université, tu en es témoin, Dominique, on retrouve ce genre de réflexion dans la vie syndicale. Ah ben non, ça va pas marcher, ou c'est pas comme ça que ça se fait, enfin, bon voilà. Ça, c'est… Voilà. En revanche, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que hier soir, ou avant-hier soir, j'étais au théâtre et pour voir une pièce de Fassbender, le réalisateur allemand, qui s'appelle 8 heures, ça ne font pas un jour, et qui était sur les années 80. Et par un concours de circonstances, je lis des choses en ce moment énormément axées sur les années 80. Et je me rends compte que dans ces années-là, il y avait un espoir extraordinaire d'essayer des choses. Justement, c'est pas comme ça que ça se fait. On essayait, on essayait de faire des choses, on essayait un petit peu de ce qu'a dit notre présentateur aujourd'hui, Jean, c'est-à-dire essayer d'organiser son travail, essayer par soi-même, enfin bon, toute une série d'espoirs. Et on ne sait pas comment on est arrivé là aujourd'hui, où justement, il y a quand même très peu d'espoir. Et je ne sais pas comment ça se fait. Alors évidemment, on peut nous dire Thatcher, on peut nous dire Reagan, les années 80, on peut nous dire le libéralisme, mais je ne sais pas comment ça s'est fait, mais c'est arrivé et on est et Covid ou pas Covid, ce n'est pas le problème, hein. On est dans une situation où on serait incapable aujourd'hui
de montrer cet espoir qu'il y avait dans les années 80, cette volonté de faire des trucs, etc. Et la preuve est dans ce que dit Jean, dans certaines réactions, dès qu'on propose quelque chose, c'est quand même, ah ben non, voilà. Tout ça avec la meilleure volonté du monde. Et voilà, s'il y avait quelque chose à dire, c'est ça. C'est ce fossé, on dirait que 200 ans ont passé, quoi. Et finalement, les années 80, c'est pas si loin que ça, quoi. Voilà, c'est là, quoi, c'est hier. Et on se retrouve aujourd'hui dans ces situations-là. Je sais pas comment on l'a fait, je sais pas comment on a laissé faire, je sais pas comment on s'est débrouillé, mais on est au pied du mur. Voilà. Ou même, je sais même pas s'il y a encore un mur et si on a encore des pieds. Mais enfin bon, c'est autre chose. Bon, merci. Merci. Moi, j'aurais envie enfin, de vous faire partager une réflexion. Je ne sais pas hein, si dans les années 80, j'étais beaucoup plus jeune. Donc, j'émettais plus de souhaits, plus d'envie, et j'étais un peu plus en capacité, je dirais, de faire et de réaliser. Je parle pour moi. Ce que je constate, c'est que je crois qu'il y a autant de souhaits, d'envie, d'action citoyenne ou d'action militante, sauf que les modes d'engagement ne sont pas tout à fait les mêmes. Je voyais à midi, là, au rassemblement organisé par la CGT sur les salaires et les retraites, il y avait un jeune qui disait « Moi, j'ai envie de m'engager », mais en gros, son modèle d'engagement, c'est rébellion, action rébellion ou rébellion, je ne sais plus quoi. Mais c'est-à-dire en clair des modes d'action directs, entre guillemets, souvent dans des groupes d'action limités et dans un cadre qui n'est pas forcément un cadre d'organisation collectif. Donc c'est vraiment, c'est des choses qui ont émergé beaucoup, hein, sous différentes formes dans les 10 ou 20 dernières années. On l'a vu avec les Nuits debout, on l'a vu avec un tas d'autres initiatives de ce genre, les forums sociaux d'une certaine manière, avec le développement des logiques d'attaque, etc. Donc la question que moi je me pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui enferme, qu'est-ce qui bloque la prise d'initiative? Alors les structures anciennes, entre guillemets, hein, qui ont une longue histoire, évidemment, sont pas forcément en aptitude pleine et entière pour favoriser ces prises d'initiative individuelles et collectives. Mais je crois que c'est là la clé, parce que ce dont je me suis rendu compte dans la vie militante, c'est que la transmission, c'était vraiment pas la chose la plus facile à faire. Il suffit pas de dire ou de transmettre une connaissance ou un savoir pour qu'il soit pris en compte par la personne avec qui tu en parles. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que plus on mettait en situation concrète les personnes, et donc dans l'action, dans le faire dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire plus tu les mets dans l'expérimentation personnelle, et plus eux-mêmes se rendent compte éventuellement des difficultés ou des barrages auxquels ils sont confrontés qui les empêchent de porter le plus loin possible leurs aspirations, et plus ils grandissaient au travers, je dirais, plus ils s'émancipaient au travers de ces tentatives, je dirais, de faire. Donc moi je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir de ce côté-là, qui effectivement rejoint un petit peu ce que tu disais en termes d'espoir sur l'avenir, parce qu'en réalité, quand on voit les gens autour de nous, ils s'investissent en réalité, pas forcément dans les formes traditionnelles, mais ils s'investissent par les AMAP, je pourrais moi aussi citer plein de choses comme ça. Donc c'est tout un terreau qu'il faut qu'on explore. Enfin, en tout cas, il faut qu'on ait les yeux complètement ouverts sur ces démarches et qu'on soit en capacité justement de les rencontrer et puis de les faire converger, comme tu le disais, entre col blanc, col bleu, mais moi je vois à l'université, ça a été un des grands problèmes. Hein. On a des stratifications de personnel qui sont très particulières. Avec d'un côté le collège enseignants-chercheurs et puis de l'autre les personnels non enseignants, et qui sont d'ailleurs en termes de masse humaine équivalentes hein, dans la fac en termes numériques. Mais par contre, en termes de partage du pouvoir, on n'est pas tout à fait dans la même cour, quoi. Hein. Et donc il y a tout un travail, alors que c'est justement, si on parle d'organisation de la vie d'entreprise, c'est un modèle démocratique. On se comprenne bien, c'est plus démocratique en tant que structure organisée que n'importe quelle entreprise de France.
que n'importe quel service public de France. Parce que, justement, dans le monde universitaire, il y a de la collégialité, il y a des lieux de participation, et ça ne règle pas tout. C'est-à-dire que là, on s'aperçoit dans l'expérience immédiate, concrète, qu'il ne suffit pas d'être invité dans des lieux de décision de pouvoir, relatifs, hein, parce qu'on est quand même très encadré. Hein, je veux dire, l'État national continue à réguler et à tenir tous les leviers, je dirais que ce soit les leviers budgétaires, les leviers de gestion de l'emploi, etc. Mais on a la possibilité d'interférer ou d'agir sur l'objet de notre travail, quoi. Et c'est pas si simple, c'est-à-dire qu'il y a quand même encore des modes d'organisation, y compris du travail lui-même, pas simplement de la vie démocratique, mais du travail lui-même, qui reste ancien, c'est-à-dire très hiérarchisé, et donc qui mériterait eux aussi d'être révolutionnés. Bon, c'est pas moi l'invité, c'est toi Jean, donc je te redonne éventuellement la parole. Non, mais je suis complètement aligné avec ça. En tout cas, c'est quelque chose que moi j'observe. Et effectivement, c'est pas mal d'espoir. L'énergie, elle est là, ça fourmille. Les initiatives, elles sont là. Je pense que il faut laisser sa chance. Enfin, je me dis que je ne sais pas ce qui va sortir de ça. Je sais pas comment ça va finir. Parce qu'effectivement, il y a plein de choses très locales qui se font, qui sont beaucoup dans des réalisations concrètes ou à la recherche de résultats concrets relativement court terme. On ne va pas révolutionner le monde, on ne va pas directement remonter à changer tout, mais on va essayer de le faire très localement sur des trucs très concrets. Mais je me dis que l'espoir, c'est de dire, cette démarche-là, il y a forcément un moment où elle va se heurter à une décision politique ou à une contrainte politique qui pourrait créer le besoin de « Ah ouais, mais moi je suis bloqué par ça, et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» et recréer quelque chose. Juste, je ne sais pas si on arrivera à ça, je l'espère, j'aimerais bien. Voilà. Et une fois encore, je ne suis vraiment pas sûr que ce se fera à travers les structures traditionnelles, que ce soit parti politique ou syndicat. Ce qui ne veut pas dire que partis politiques et syndicats sont inutiles, bien au contraire, ils peuvent supporter ces mouvements-là. Mais moi, vraiment, je le répète, je vois pas de mécanisme de allez, on se remet tous dans le syndicat et on est capable d'avoir un rapport de force franc, soit à travers un syndicat, soit à travers un parti, pour changer radicalement dès le départ le modèle depuis le haut. Je me trompe peut-être, mais moi je le vois pas. Par contre, j'ai bon espoir que à travers toutes ces initiatives locales là, au fur et à mesure, ça déborde et ça nous amène quelque part. Alors je ne sais pas où ça nous amènera, mais en tout cas, je me dis que peut-être ça peut ouvrir de nouvelles choses et qu'en tout cas, il est urgent de laisser sa chance et de ne pas dire non, mais ça c'est bon, on l'a déjà fait cette année-là et on sait que ça ne marche pas. Non, le contexte aujourd'hui il est quand même sensiblement différent et je pense que ça vaut le coup d'essayer. Juste une question. Tu travailles dans une entreprise qui a beaucoup de liens avec l'Espagne, avec la Grande-Bretagne, avec l'Allemagne et d'autres pays. Est-ce qu'à l'occasion, tu as pu voir comment ça se passait, ça se passe dans ces entreprises étrangères? J'ai eu l'occasion d'aller en Angleterre, en Suède, bref, peu importe, hein. Et j'avais l'impression quand même qu'il y avait un rapport, alors je vais préciser ma question, à la hiérarchie assez différent. En particulier dans le monde anglo-saxon, autant les Allemands que les Anglais. Ton avis, si tu en as un? Alors, je pense que le rapport au travail dans les différentes entités là, du groupe Nation est quand même effectivement différent. Et même dans l'organisation du travail, ce n'est pas exactement les mêmes modèles d'organisation. Clairement, par exemple, côté Allemagne, le taux de syndiqués est beaucoup plus fort que chez nous. Et le poids du syndicat est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort aujourd'hui
que ce qu'on a de notre côté. Côté Angleterre, j'ai un peu moins de visibilité là-dessus, mais effectivement, mais c'est pas le cas. Et y compris côté anglais, on a quand même plus de mécanismes d'intérimaires. Donc, on n'est pas vraiment sur les mêmes modèles. Je ne sais pas exactement. Je suis pas vraiment. Je ne peux pas répondre à ta question. Je sais que c'est sensiblement différent, mais je ne suis pas en mesure de vraiment décrire quelles sont les différences et est-ce qu'il y aurait des choses bonnes à prendre ou à absolument pas prendre des modèles de nos voisins. Je pense qu'il y a à échanger et à essayer de comprendre ce qui se passe chez les autres. Moi, j'avais été extrêmement surpris, en particulier en Angleterre, des rapports hiérarchiques qui n'étaient pas du tout ceux qu'il y avait en France. Ça m'avait profondément surpris. C'est tout ce que je peux dire. Ton micro. Ton micro. Pardon. Oui, ce que je disais, c'est aujourd'hui, bon, déjà l'activité collège cadre côté France, c'est quand même pas facile et c'est encore plus difficile de le faire en Internet. Entre différentes nations, c'est quelque chose aujourd'hui, nous, on a du mal à le faire. Tu sais que le modèle syndical allemand date de Bismarck. Il l'a mis en place pas par hasard. Il faut avouer que pour ce qui nous concerne, la lutte contre la CGT en particulier a été toujours d'une grande férocité. Oui. Non, je suis placé pour le savoir. Là. Non, mais après, on est quand même, comme je disais, collège cadre, on est quand même très peu nombreux et on n'est pas du tout le syndicat majoritaire. Et militer à la CGT au sein de mon entreprise, c'est quand même pas quelque chose de très très facile. Merci de le dire. Il faut être très clair. Et alors avant c'était vrai beaucoup sur le collège cadre, un peu moins sur le collège ouvrier. Ça commence aussi à l'être sur le collège ouvrier. Oui, au niveau du collège cadre, il y avait quasiment des postes qui étaient interdits. Les postes de management d'un certain niveau étaient interdits. Je parle d'EDF. Interdit. Ouais, ça ne m'étonne pas. Bien. Pour qu'on termine ensemble éventuellement, est-ce qu'il y a d'autres questions que vous souhaitez évoquer ou poser à Jean, ou réflexions que vous souhaitez partager? Marie, vas-y, ouvre ton micro. Ouvre ton micro, Marie. Non, on ne t'entend pas. Là, vas-y, c'est bon. J'ai compris, hein, je savais qu'il fallait ouvrir le micro. Seulement que quand même. Hein. Bon. Et puis ce ton compassionnel, je te remercie. Mais... Bon, non, ça avait pas grand-chose à voir la question que je vais poser avec les rapports sociaux. C'est au sujet de l'hydrogène. Que je suis en train de lire en ce moment un livre de Fred Vargas, la romancière, voilà, mais qui a écrit un truc très, très pointu et très touffu, je ne sais pas, mais en tout cas très touffu, près de 400 pages sur l'écologie, sur l'humanité en péril ou le monde en péril. Et donc, elle examine, après, elle fait le tour de toutes les possibilités, de tous les points noirs, enfin bon, et chaque fois, elle essaye de donner une solution, une porte de sortie. Elle dit qu'il y a des portes de sortie, sauf qu'effectivement, il faut faire vite. Et donc, elle parle notamment d'hydrogène, elle parle des batteries, et elle parle des batteries à hydrogène et de la fabrication d'hydrogène. Elle dit que oui, bah oui, ça peut être très intéressant, sauf que l'hydrogène, en l'état actuel, ça demande énormément d'énergie et énormément d'eau, 3 fois plus d'eau dans la production, etc. Donc, voilà, et si j'ai bien compris, c'est dans les tuyaux, cette histoire d'hydrogène et de fabrication de batteries à hydrogène, c'est dans les tuyaux. D'accord, voilà. Bon, donc, est-ce que... Aujourd'hui, l'Europe a mis une prime aujourd'hui sur essayer de développer des solutions à hydrogène. Et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre d'industriels qui essayent de travailler sur le développement de ces technologies-là. Par contre, aujourd'hui, on n'a pas des produits qui, enfin voilà, comme tu le dis, c'est-à-dire qu'effectivement, que ce soit dans la gestion de l'hydrogène, la production de l'hydrogène, comme les technos qui permettent ensuite de les utiliser, c'est-à-dire de transformer cet hydrogène en électricité et les différentes machines, parce que quand on passe sur une machine électrique, forcément, les
des rapports de puissance entre du kérosène et de l'électrique, c'est pas forcément les mêmes. Et donc, tu as des machines qui deviennent forcément beaucoup plus grosses. Donc, tu as aussi besoin, donc, une machine plus grosse dit plus de matière, plus d'énergie grise pour le traiter, etc., etc. Donc, oui, là, il y a un vrai challenge, un vrai défi technologique, que ce soit sur les différentes briques techno et également sur la gestion de ça. Et on est encore dans une phase exploratoire de savoir si, oui, est-ce que ça peut être un moyen viable. Ça semble séduisant, mais il y a encore un certain nombre d'aspects sur lesquels on n'a pas les réponses. Et le cycle de l'hydrogène aujourd'hui, garantir que il y a du boulot encore, il y a encore du travail. Okay. Merci. Donc, les avions à hydrogène, ce n'est pas pour demain. Alors non, on ne l'a pas dit pour demain, même s'il y a une vraie volonté quand même de pousser la communication sur il faut qu'on y aille. Ouais. Il faut qu'on y aille, mais de là à être rendu. Il y a du chemin encore. Ouais. On n'est pas rendu. Comme dirait Serge Julie, on n'est pas rendu. Ouais. Citation qui va faire plaisir à Dominique. Bien. On s'arrête là pour ce soir. En tout cas, merci Jean beaucoup de t'être prêté, je dirais, à cette démarche. On va essayer on essaye de la développer, je dirais là encore. Je trouve qu'on a besoin d'investiguer un peu plus le monde du travail sous toutes ses formes et d'avoir une meilleure connaissance des problématiques qui se posent dans ce monde du travail moderne, sous toutes ses facettes. Et merci d'y avoir contribué, participé. Merci. Non, Ouais. c'était une Merci à celles et ceux qui ont fait l'effort d'être bon public pour cette initiative. Merci. Et je vous souhaite un bon long week-end, puisqu'on a 3 jours. Profitez-en bien. Si vous souhaitez poursuivre ces réflexions, rendez-vous, je dirais, à la fin du mois et début décembre aux rencontres d'Espace Mars qui se tiendront à la fois en visioconférence et en présentiel à l'Université de Bordeaux et qui nous permettront de poursuivre, je dirais, sur différentes pistes, plusieurs aspects qu'on a évoqués ce soir. En tout cas, avec la volonté d'essayer de dépasser le système dans lequel nous sommes. Oui, vas-y Jean-Claude. Juste une remarque, Dominique. Il n'y en a qu'un qui a droit à un week-end de 3 jours. Alors, bon week-end, Jean. Merci. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Dominique, Et à très bientôt. 2 minutes, Dominique, tu peux rester 2 minutes? Oui, mais attends, je vais en profiter pour arrêter l'appli d'enregistrement. Voilà.